Le tombeau de la reine Élisabeth Ier à l'abbaye de Westminster est resté scellé pendant des siècles, mais cela n'a pas arrêté la science. Grâce à une nouvelle intelligence artificielle, des chercheurs ont quasiment décodé l'intégralité de son génome. Ils cherchaient des réponses concernant son étrange maladie à la fin de sa vie. Mais ils ont découvert autre chose. L'IA a mis au jour un secret biologique si profond que s'il s'avérait vrai, cela signifierait que la Reine Vierge vivait dans le mensonge. Son règne tout entier, son pouvoir, tout reposait sur une tromperie choquante. Un ADN qui n'aurait jamais dû exister. Elizabeth Eyre figure régulièrement en tête de ces classements comme la plus grande monarque anglaise. Mais devrait-elle être là? Depuis plus de 4 siècles, la reine Élisabeth Ier repose dans un cercueil doublé de plomb sous le sol de pierre de l'abbaye de Westminster. Son tombeau est un lieu sacré, un monument de l'histoire anglaise et, pour le dire gentiment, totalement interdit d'accès. Elle repose aux côtés de sa demi-sœur Marie, celle-là même qui l'avait jadis emprisonnée à la Tour de Londres. Pour les historiens, les scientifiques et les spécialistes de la royauté, cela signifiait que les plus grandes questions concernant sa vie, et plus important encore sa mort mystérieuse, resteraient à jamais enfouies. Les secrets furent enterrés avec la reine. Du moins, c'était le cas jusqu'à présent. Un consortium international discret réunissant des généticiens de l'Université de Leicester, la même équipe qui a identifié Richard III, et des ingénieurs en intelligence artificielle de la Silicon Valley, vient d'annoncer les résultats d'un projet digne de la science-fiction, le projet Genome Tutor. Grâce à une intelligence artificielle révolutionnaire, ils affirment avoir accompli l'impossible, avoir séquencé, analysé et reconstitué avec succès l'ADN complet de la reine Élisabeth Ier. Et ces découvertes sont plus qu'intéressantes, elles sont stupéfiantes et menacent de réécrire l'histoire de toute une dynastie. Alors comment diable ont-ils fait en réalité? Le problème n'a jamais été l'analyse de l'ADN. Il était temps de l'obtenir. S'arroger le droit de destituer une monarque de son envergure n'est tout simplement pas envisageable. Il faudrait une loi du Parlement et l'autorisation du roi. Soyons réalistes, ça n'arrivera jamais. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que cette équipe a trouvé une solution astucieuse, quoique controversée. Ce que beaucoup ont négligé, ce sont les dizaines, voire les centaines d'objets attribués à la reine, conservés dans des collections privées et des musées du monde entier. Pendant des siècles, la plupart ont été considérés comme des faux de simples babioles vendus à des collectionneurs. L'équipe disposait cependant d'une nouvelle arme, une IA baptisée Argus, du nom du géant mythique à la vision omnisciente. Pendant 5 ans, ils ont parcouru le monde prélevant des échantillons microscopiques sur les objets les plus authentiques. Ils se sont concentrés sur 3 objets clés. Premièrement, la bague de dame, une bague médaillon que la reine portait constamment et qui contenait, selon les informations, une mèche microscopique de ses propres cheveux et un minuscule portrait de sa mère Anne Boleyn. Deuxièmement, une paire de gants conservés qui contenaient encore des traces de cellules de peau. Troisièmement, une lettre d'État adressée au roi de France, scellée à la cire par son propre pouce. Pris individuellement, ces échantillons auraient été catastrophiques. Elles étaient minuscules, fortement dégradées après 4 siècles et contaminées par l'ADN de centaines d'autres personnes. C'est là qu'Argus est intervenu. L'IA s'est vu confier 2 tâches principales. Il a d'abord fallu qu'il serve de filtre. Il a comparé les minuscules fragments d'ADN endommagés provenant de ces artefacts avec les génomes vérifiés et connus de ses proches. Ils ont utilisé l'ADN nouvellement cartographié de Richard, 3 son cousin au 3e degré, 2 fois éloigné, et l'ADN mitochondrial établi de la lignée familiale de Berlin. Argus a analysé des milliards de points de données génétiques et a trouvé les correspondances. Il a confirmé avec une probabilité stupéfiante de 99% que les cheveux, les cellules de la peau et une cellule épithéliale unique piégée dans le seau de serre appartenaient tous à la même femme directement apparentée aux familles du tuteur et de Bin. Il l'avait retrouvée. La seconde étape fut celle où la magie ou la folie opérait. Argus utilisa ces fragments de code comme modèle. Il lança un processus de simulation d'apprentissage profond massif que ses créateurs appellent modélisation génétique temporelle. En termes simples, l'IA exploita une base de données de dizaines de milliers de génomes européens du 16e siècle pour comprendre à quoi ressemblait un ADN normal à cette époque et dans ce lieu précis.
Puis, le programme a commencé à combler les lacunes. Il a reconstruit son génome morceau par morceau, chromosome par chromosome, en recoupant ses propres données des millions de fois par seconde. Le résultat est un génome virtuel, un manuel d'instructions génétiques complet pour une femme décédée en 163. L'objectif initial de l'équipe, celui qui leur a permis d'obtenir des financements, était de résoudre le mystère de sa mort. Ces dernières semaines furent, comme chacun sait, étranges et terrifiantes. Après la disparition de ses amis les plus proches, elle sombra dans ce que son médecin qualifia de mélancolie profonde et irrémédiable. Elle refusait de s'alimenter. Elle parlait de présence fantomatique dans la pièce. Plus étrange encore, elle refusait de s'allonger dans son lit. Pendant ces 4 derniers jours, elle restait debout, soutenue par ses dames de compagnie épuisées ou assises sur des coussins empilés à même le sol. Elle portait son doigt à sa bouche ou le pointait du doigt comme en proie à une douleur intense mais refusait de parler. Les historiens ont longtemps attribué cela à une seule chose, une septicémie provoquée par son célèbre maquillage, la céruse vénitienne. Il s'agissait de cette peinture blanche emblématique qu'elle appliquait en couches épaisses, parfois de plus de 2 cm, pour dissimuler les cicatrices défigurantes de la variole. Ce produit cosmétique était un mélange mortel de blanc de plomb et de vinaigre. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il était si corrosif qu'il brûlait la peau, l'obligeant à en appliquer davantage pour camoufler les nouvelles imperfections. Il provoquait également la chute des cheveux, d'où ces célèbres perruques rousses. C'était un cercle vicieux. L'IA l'a confirmé et même plus. La simulation a révélé des marqueurs génétiques indiquant une susceptibilité exceptionnelle à l'intoxication aux métaux lourds. Son organisme était tout simplement incapable de métaboliser et d'éliminer le plomb. Son foie, prévoyait l'IA, aurait été endommagé et atrophié. Mais le plus choquant n'était pas là. L'intoxication au plomb, en réalité, n'était qu'un symptôme. L'IA a découvert autre chose, un secret génétique fondamental enfoui au plus profond de son chromosome X qui explique pourquoi elle se maquillait, pourquoi elle ne s'est jamais mariée et pourquoi elle était si obsédée par son image. L'IA a mis au jour une maladie génétique, une anomalie physique qui redéfinit toute sa vie de reine vierge. Ce que l'IA a trouvé sur son chromosome X. Le plus grand mystère de la vie d'Élisabeth réside dans son surnom, la Reine Vierge. Durant ses 44 années de règne, ce fut son image politique. Elle n'était pas seulement une reine, elle était Gloriana Astrea, la déesse vierge mythique revenue sur Terre. Comme elle le disait souvent, elle était mariée à son pays. Cette identité a marqué la vie politique européenne. Elle a flirté avec une longue liste de prétendants influents aux grandes dames de ces derniers et de son propre conseil. Il y avait le roi Philippe II d'Espagne, son ancien beau-frère, qui voulait l'épouser pour ramener l'Angleterre à la foi catholique. Il y avait François duc d'Anjou, prince français, qu'elle surnommait sa grenouille. Elle a même fait miroiter des espoirs à son ami d'enfance et courtier Robert Dudley pendant des décennies, mais celui-ci n'a jamais dit oui. Les historiens ont toujours soutenu qu'il s'agissait d'un exemple magistral de manœuvre politique. En restant célibataire, elle a préservé l'Angleterre de toute influence étrangère. En envisageant sérieusement le mariage, elle a pu semer la discorde entre ses ennemis en exploitant la possibilité d'une alliance matrimoniale. Son arme diplomatique la plus redoutable, un coup de génie. Mais l'analyse par l'IA révèle une autre réalité. Elle suggère qu'il ne s'agissait pas seulement d'un choix brillant, mais d'une nécessité biologique. Selon ce rapport novateur, l'IA Argus a détecté un ensemble de mutations rares sur son chromosome X. Ces marqueurs correspondent à une affection aujourd'hui connue sous le nom de syndrome d'insensibilité aux androgènes SIA. Il s'agit d'une condition où une personne est génétiquement de sexe masculin possédant un chromosome X et un chromosome Y, mais dont le corps est insensible aux hormones mâles. De ce fait, son développement physique est celui d'une femme. Elle a une apparence féminine. Elle s'identifie comme femme, mais sont dépourvues d'utérus et ne peuvent avoir d'enfants. Si ce modèle d'IA est exact, cela signifie que la reine Élisabeth Ier était génétiquement un homme. Cette découverte est si bouleversante qu'elle est difficile à concevoir. Elle change tout. Son identité politique tout entière n'était pas qu'une simple stratégie. C'était une dissimulation élaborée menée toute sa vie d'un secret biologique qui l'aurait sans aucun doute anéanti.
Au 16e siècle, la priorité absolue d'un monarque, et plus particulièrement d'une monarque, était de donner naissance à un héritier légitime et en bonne santé afin d'assurer la pérennité de la dynastie. Si le secret d'Élisabeth avait été révélé, cela ne l'aurait pas seulement affaibli. Cela aurait sonné le glas de son règne. Ses rivales, notamment Marie Stuart, reine d'Écosse, mère d'un fils en pleine santé, Jacques s'en serait servi pour la faire passer pour un monstre, une personne inapte et contre nature. Une guerre civile aurait éclaté du jour au lendemain. Son règne aurait été anéanti avant même d'avoir commencé. Elle et ses conseillers les plus fidèles, comme son chef espion Francis Walsingham et son ministre William Seal, se forgèrent donc une nouvelle identité. Ne pouvant être mère, elle devint une figure mythique. Elle a transformé sa faiblesse biologique en son plus grand atout politique, ce qui explique aussi son obsession pour son apparence. Ce maquillage aux blanches de plomb, ce n'était pas seulement pour camoufler les cicatrices de la variole. Elle avait contracté la variole pour la première fois en 1562. La maladie était si grave qu'elle avait été temporairement aveuglée et que son visage avait été ravagé. Mais Lee A suggère que sa maladie génétique a pu engendrer d'autres effets secondaires physiques. Le rapport Argus souligne que ses doigts longs et élégants, si caractéristiques de tous ses portraits, sont un signe physique commun à cette affection. La peinture au plomb appliquée en épaisse couche comme un masque n'était pas un acte de vanité, mais une armure. C'était un moyen de dissimuler son corps, d'effacer toute trace d'imperfection ou de masculinité et de présenter au monde une icône androgyne parfaite et inaccessible. Pensez à sa citation la plus célèbre prononcée à ses troupes à Tilbury, alors que l'armada espagnole approchait: « J'ai le cœur et l'estomac d'un roi et d'un roi d'Angleterre de surcroît. » Nombreux sont ceux qui s'enthousiasment pour cette nouvelle théorie, y voyant l'expression d'une vérité secrète et littérale. Elle révélait au monde que son corps, sa biologie, étaient différents. Ce secret, elle devait le protéger à tout prix. Il définissait sa vie, son règne et sa fameuse solitude. Elle ne pouvait laisser personne s'approcher suffisamment pour connaître la vérité. Ce secret à lui seul suffisait à changer le cours de l'histoire. Mais tandis que Lee A poursuivait l'analyse de son code, elle découvrit un secret encore plus grand. Un secret qui ne concernait pas seulement sa condition, mais aussi son sang. Élisabeth a-t-elle été préceptrice? Voilà la question capitale. Cette découverte laisse les historiens et les spécialistes de la royauté complètement stupéfaits. L'équipe d'intelligence artificielle ne s'est pas contentée d'examiner sa santé. Elle a étudié son héritage. Elle a analysé ses lignées paternelles et maternelles pour confirmer son appartenance à la dynastie des Tudors. Et ce qu'elle a découvert, c'est un scandale qui se préparait depuis 450 ans. Pour être tout à fait clair, Lee A confirmé la lignée maternelle. L'ADN mitochondrial, c'est-à-dire l'information génétique transmise uniquement par la mère de femme à femme, correspondait parfaitement à celui de la famille Boleyn. Il ne fait aucun doute qu'elle était la fille de la reine Anne Boleyn. Le scandale en réalité concerne son père. En effet, le roi Henri VIII a, comme chacun sait, déchiré son pays. Il a rompu avec l'Église catholique, dissous les monastères et épousé 6 femmes différentes, obsédé par un seul et unique désir, obtenir un héritier mâle légitime. Toute sa vie, il a consacré son énergie à assurer et à perpétuer la lignée des précepteurs. Il fit arrêter Anne Boleyn, la mère d'Élisabeth, puis la fit emprisonner à la Tour de Londres sous de fausses accusations d'infidélité et de trahison. Il prétendait qu'elle avait eu des liaisons avec 5 hommes différents, dont son propre frère. L'histoire a toujours considéré ces accusations comme de vils mensonges, une manœuvre politique d'un roi tyrannique pour se débarrasser d'une épouse dont il était lassé et faire place à sa nouvelle femme, Jane Seymour. Mais le rapport sur Lee A complètement bouleversé cette histoire. Le généticien a comparé le génome virtuel d'Elizabeth au marqueur connu du chromosome I de la lignée tutrice. Le chromosome I est l'équivalent de l'ADN mitochondrial chez l'homme. Il se transmet de père en fils presque inchangé. Ces marqueurs génétiques proviennent du corps authentifié de Richard III et d'autres descendants et parents connus de la lignée masculine de la famille Tudor. Résultat, aucune correspondance. 0. Soyons parfaitement clairs sur ce que cela signifie. La simulation par intelligence artificielle basée sur les fragments d'ADN extraits d'objets personnels d'Élisabeth a conclu que le roi Henri VIII n'était pas son père biologique. Les implications de cette découverte sont presque inconcevables.
Cela signifierait que la reine Elizabeth Eyre, sans doute la plus grande monarque de l'histoire anglaise, figure emblématique de la dynastie des tuteurs, celle qui a donné son nom à toute une époque, n'était en réalité pas une tutrice. Cela signifierait qu'elle n'avait absolument aucun droit légitime au trône. Selon les lois de son époque, elle était une usurpatrice. Cela signifiait que sa mère Anne Boleyn avait été infidèle au roi comme il l'avait prétendu. Ce constat bouleversait toute son existence. Le savait-elle? Il est fort probable que son père Henry l'ait déclarée illégitime et ait fait éliminer sa mère alors qu'elle n'avait que 2 ans. Elle a passé toute son enfance à se battre pour retrouver sa place dans l'ordre de succession. Un pion politique qu'on pouvait sacrifier à tout moment. Cette nouvelle théorie fascine. On évoque son ambition démesurée, son intelligence hors du commun, sa volonté de faire. Tout cela était alimenté par le terrible secret qu'elle était une impostrice. Elle devait prouver sa valeur, même si son sang ne le justifiait pas. Alors, si Henry n'était pas le père qu'il était, le rapport de Lee Hay ne peut pas le nommer, mais il note que les marqueurs ADN paternels présentent une forte correspondance avec une famille noble de l'entourage d'Anne Boleyn. Les principaux suspects évoqués depuis longtemps sont 2 hommes, Henry Percy, comte de Northumberland, dont Anne était amoureuse avant de rencontrer Henry Whyte, et un musicien de cour nommé Mark Smean. Ce que beaucoup vont négliger, c'est que Smean figurait parmi les hommes emmenés avec Anne. À l'époque, les historiens pensaient qu'il s'agissait d'une pauvre âme torturée à avouer sous de faux prétextes, mais ces données d'intelligence artificielle suggèrent qu'il disait peut-être la vérité. Ce secret était une véritable bombe politique. S'il avait été révélé, il aurait entraîné sa chute et son exécution immédiate. C'est un secret qu'elle et sa mère avant elle ont emporté dans la tombe. Mais l'IA lui réservait une dernière surprise. Il ne s'agissait pas seulement de sa vie, mais aussi de sa mort. L'équipe d'IA a alors lancé une ultime simulation, une autopsie virtuelle. Ce que l'on a trouvé dans son corps le jour de sa mort ne laisse pas présager une maladie, mais un complot. Qu'est-ce qui a réellement causé la mort de la reine? La version officielle du décès d'Élisabeth est tragique, mais simple. Elle avait 69 ans, un âge avancé pour l'époque. Elle était inconsolable, pleurant la disparition de sa cousine et amie la plus proche, Catherine Carey, et encore profondément marquée par la rébellion et l'exécution de son ancien favori, Robert D'Arru, comte d'Essex. La légende raconte que son corps, déjà affaibli par une vie de stress, a fini par céder. Elle aurait été empoisonnée par des décennies de maquillage toxique au plomb. Ces derniers jours étranges passés à rester debout 4 jours d'affilée, refusant de s'allonger et pointant sa bouche du doigt, furent interprétés comme le délire d'une forte fièvre. On pensait que ce geste était dû à ses dents noircies et cariées, un effet secondaire connu du plomb. D'après l'IA, cette histoire est un mensonge bien pratique. L'équipe d'Argus a procédé à ce qu'elle appelle une autopsie virtuelle. Ils ont utilisé son ADN nouvellement décodé pour construire un modèle numérique parfait de son corps, y compris ses organes, son sang et son métabolisme. C'était comme un jeu vidéo ultra sophistiqué de sa biologie. Ils ont ensuite simulé son état durant ces dernières semaines. Ils ont introduit le plomb du sérum vénitien dans les quantités qu'elle consommait probablement. Le plomb était bel et bien présent. La simulation a montré que cela avait endommagé son foie et affaibli son système immunitaire. Mais l'IA a constaté que le taux de plomb à lui seul même, compte tenu de sa prédisposition génétique, ne suffisait pas à expliquer les symptômes étranges et spécifiques qu'elle présentait. Le délire peut-être, mais la position debout prolongée, les douleurs musculaires atroces, le fait de pointer sa bouche du doigt. Le modèle d'IA a conclu « Non, il y avait une autre substance, quelque chose qui n'aurait pas dû être là. » Argus a effectué une analyse toxicologique sur son corps virtuel, recherchant des milliers de toxines connues, et le résultat était positif. L'IA a détecté les marqueurs chimiques d'un poison extrêmement toxique et incroyablement sophistiqué. Il ne s'agissait pas d'un métal lourd grossier comme l'arsenic, ce qui aurait été évident. C'était un composé organique complexe, un mélange d'aénite, aussi appelé 2-Lu, et d'atropabelladonna, aussi appelé belladone. C'est tout simplement stupéfiant. Cette combinaison est diabolique, un véritable cocktail explosif. La belladone administrée à petite dose régulière provoquerait fièvre, rougeur, délire et confusion. On croirait à une grave maladie. Pendant ce temps, la douleur du loup agirait réellement.
c'est un agent paralysant à action lente. La simulation par IA a montré que cela commencerait par une sensation de brûlure et de picotement dans sa bouche, ce qui explique précisément pourquoi elle la montrait sans cesse du doigt incapable de parler. La toxine aurait alors attaqué ses nerfs, provoquant d'atroces douleurs musculaires et une raideur extrême. Cela explique son refus de s'allonger. La position allongée aurait été un véritable supplice car le poison lui donnait l'impression d'être écrasé. Seule la position debout ou appuyée sur ses coussins lui procurait un léger soulagement. Finalement, au fil des jours, le poison aurait lentement et inexorablement paralysé son système respiratoire. Elle n'est pas simplement morte dans son sommeil. Elle a été lentement et douloureusement suffoquée. Pleinement consciente mais incapable de parler, elle avait été empoisonnée par un poison si rare et sophistiqué que personne en 163 n'aurait pensé à le rechercher. Ce n'était pas une maladie. C'était un règlement de compte politique. C'était un assassinat. L'IA ne peut évidemment pas nommer la personne qui lui a administré le poison, mais la liste des suspects est courte et terrifiante. Qui avait le mobile et les moyens d'agir? Il y a d'abord les Espagnols ou agents de Rome, toujours furieux de la défaite de l'Armada et du refus de la reine de ramener l'Angleterre au catholicisme. Mais le rapport de l'IA désigne une personne plus proche. Et Jacques d'Écosse, il était l'héritier, l'unique héritier. Commençait-il à s'impatienter quatrièmement, et c'est la théorie la plus glaçante. Et si son propre maître espion, Sir Robert Cecil, était le fils de son conseiller le plus fidèle? Il écrivait secrètement à Jacques d'Écosse depuis des mois, préparant une transition du pouvoir en douceur. Et s'il considérait sa reine âgée et endeuillée comme un fardeau, et s'il avait décidé d'assurer une transition en douceur, une fin rapide et sans bavure dissimulée sous les traits de la maladie d'une vieille femme. Alors que signifie tout cela? Est-ce vrai? Est-ce arrivé du jour au lendemain? Le fait est qu'il s'agit d'un modèle d'IA. Il faut rester réaliste. Il s'agit d'une simulation d'une hypothèse éclairée et puissante. Ce n'est pas la même chose que d'avoir son corps réel sur une table de laboratoire. Mais c'est une prédiction fondée sur de véritables preuves génétiques extraites d'artefacts authentiques et recoupées avec des documents historiques réels. Et le plus troublant, c'est que tout concorde. Les symptômes étranges, le secret politique des années de vérité cachée, tout s'accorde parfaitement. Avons-nous omis un détail crucial? Où cette IA vient-elle de résoudre une affaire classée vieille de 400 ans? Elle a ouvert une porte sur le passé et nous a révélé que la Reine Vierge était une figure bien plus complexe, tragique et forte que nous ne l'avions jamais imaginée. Elle ne luttait pas seulement contre ses ennemis, elle luttait contre sa propre biologie, sa propre lignée et finalement contre un assassin tapi dans l'ombre.